Oui, bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Bertin Badiambile de progresrdc.net, encore une fois devant vous, pour pouvoir analyser la situation politique, sociale, sécuritaire de chez nous, de notre cher pays RDC, République démocratique du Congo. Merci pour ceux qui sont fidèles à nos analyses, pour ceux qui nous appellent, qui nous laissent des messages sur le WhatsApp. La majorité, on se connaît. C'est vraiment très, très apprécié. Et n'hésitez pas toujours de partager, d'aimer la vidéo et aussi et surtout de pouvoir partager le plus possible et s'abonner. C'est ça que je voulais dire. Nous allons aujourd'hui parler ou plus analyser 4 situations. La première situation, c'est la visite des animateurs des grandes institutions de chez nous, chez le cardinal Ambongo. Deuxième, quelques mots sur l'aéroport de Goma. Vous avez vu sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui est en train de circuler, que c'est comme si c'était vendu au Rwanda. Nous allons aussi réfléchir un peu sur la masculinité positive. Nous ne pouvons pas rester indifférents à cela. Et enfin, revenir sur Congo Hold Up. Vous avez vu que je n'étais pas ou je ne suis pas très chaud avec l'idée. Ce n'est pas que je ne suis pas content de ce qui arrive, mais je ne suis pas très chaud. Et je vous ai donné les raisons et on va continuer la réflexion aujourd'hui. Tout d'abord, la visite chez Monseigneur Ambongo. J'ai fait un exercice aujourd'hui, tout d'abord, avant d'entrer dans les détails, avec des jeunes, une trentaine de jeunes. J'ai fait un peu sous forme d'un quiz. Qu'est-ce que j'ai fait au fond? Je leur ai donné 2 noms. Le cardinal, et j'expliquais c'est quoi le cardinal. C'est un représentant des dieux à la tête d'une église. Je ne peux pas donner les petits détails. Ils ne vont pas les comprendre. Et puis de l'autre côté, le président d'un pays, le président de ce même pays-là, et que les deux ne sont pas des grands amis, ils sont souvent dans des chicanes. Alors je leur ai dit, je vais donner 3 phrases, si pas plus, et puis vous allez me dire, ça s'applique à qui entre les deux? 1. J'ai parlé de la gratuité de l'enseignement. J'ai dit un des deux, alors même que les conditions ne sont pas toutes réunies parce que c'est un pays pauvre, il s'est dit non, il faut absolument que tous les enfants, que ce soit les enfants des riches, que ce soit les enfants de pauvres, aient droit à la scolarité. C'est leur droit, on doit vraiment faire en sorte que la gratuité de l'enseignement puisse être un droit pour tous les enfants universel au niveau élémentaire, donc au niveau primaire. Et puis, ils n'ont pas assez de moyens pour payer vraiment correctement les enseignants, mais un des deux tient absolument, c'est que tous les enfants de riches ou de pauvres puissent avoir droit à la scolarité. C'est qui? Un de ces deux-là. Tous à l'unanimité, ils ont dit, c'est sûrement le cardinal. Je leur ai posé la question, mais pourquoi vous dites que c'est le cardinal? Mais messieurs, vous nous prenez pour des stupides ou quoi? C'est lui l'homme de Dieu. Si vous dites qu'il représente comme Jésus, Jésus était là pour les pauvres. Donc, c'est sûrement lui. Parfait. Je suis passé à la prochaine question. Les deux là qui ne s'entendent pas, au moment de leur investiture, parce qu'ils ont été comme investis l'un et l'autre avec un intervalle de quelques mois, là, pas beaucoup. Il y a eu des invitations. Le premier qui a été invité, évidemment, ils ne s'entendent pas. Il a dit, ben non, toi là, pour arriver où tu es arrivé, il y avait des irrégularités. Et puis, une invitation n'est pas une convocation. Je ne viens pas. Il n'est pas allé. Quand c'est le tour de l'autre, il a invité celui. Donc, l'autre a été aussi invité parce que, comme je vous ai dit, ils se sont invités mutuellement à un certain intervalle. L'autre est allé. Dites-moi qui est allé et qui n'est pas allé. Tous, à 100%, ils ont dit, ben, monsieur,
Celui qui est allé, c'est sûrement l'homme de Dieu, parce que si vous dites qu'il est chrétien, donc ce sont des gens qui pardonnent, donc ils ne sont pas orgueilleux, celui qui est allé, et celui qui n'est pas allé, c'est le président. Moi j'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Ah, parce que évidemment, s'il est trop orgueilleux, il se croit, on connaît le président africain là. Et il y a un autre qui a même ajouté, d'ailleurs même pour la gratuité, là, on sait que les présidents africains là volent beaucoup d'argent, donc il préfère qu'il n'y ait pas de gratuité. Comme ça, il garde tout cet argent-là pour lui-même, pour sa famille, pour construire partout dans le monde. On le sait, ils font toujours ça. Moi, j'ai dit, parfait. Troisième, il y a un d'eux qui veut peut-être toujours un peu la paix entre les deux. Il a fait un effort, il s'est rabaissé, il a pris envoyé une grande délégation, des gens très très proches de lui, pour aller voir l'autre, afin de parler, peut-être de se mettre d'accord sur certaines choses, mais qu'il y ait un peu plus de paix dans le pays. C'est qui un des deux? Messieurs, tout ce que vous avez dit là, c'est toujours l'homme de Dieu, c'est le cardinal, parce qu'eux ne sont pas orgueilleux. C'est lui qui a sûrement envoyé une grande délégation pour aller voir le président. Et puis à la fin, j'ai dévoilé que non, tout ce que j'ai dit là, tout ce que vous avez dit, c'est le cardinal là, c'était plutôt le président du pays qui était en train de le faire. Dans la foule, il y avait un des descendants des Africains, je ne sais pas vraiment quel pays. Il a dit, ah, messieurs, alors chez vous, vous avez un pasteur là, ça, ce n'est pas un président. Voilà. Ça, c'est comme pour introduire dans la matière. Est-ce que le cardinal, la façon dont il était déjà parti là, est-ce qu'il se sentait vraiment à l'aise? Est-ce que son taux de popularité est toujours le même que quand il a pris quand il a commencé, n'est-ce pas, son travail comme archevêque de Kinshasa et aussi comme cardinal? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la majorité de ces positions qu'il a toujours prises, comme vous pouvez voir, ce n'étaient pas les positions naturelles à un homme de Dieu. Parce que qui devrait se battre pour la gratuité? Évidemment, ce n'est pas le président du pays. Parce qu'on voit partout ailleurs là, ce n'est pas vraiment le président du pays. Ce sont des églises qui se battent pour que tout le monde puisse avoir droit à la scolarité. Ah, mais quand c'est imparfait, il n'y a pas encore de moyens. Chemin faisant, les choses qui sont imparfaites au début finissent par être parfaites. Mais disons que nos enfants ont droit à la scolarité. Et qu'est-ce que le président, je pense que c'est un geste que nous devons saluer, que nous devons respecter, le fait, au lieu de se dire, mais ce cardinal-là, il finira par se fatiguer, s'essouffler, parce que comme on est en train de voir, ils sont en train de s'essouffler, parce que, ok, ils veulent se battre contre Kadima, mais Kadima est déjà là, il ne va pas quitter. Ils vont faire des manifestations. On ne voit pas vraiment le grand succès avec les manifestations, et d'ailleurs, la prochaine, ça va encore être moindre, parce que les gens là sont des humains, là, ce pas des robots, vous les appelez, ils y vont. Ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils ont gagné. Au fur et à mesure, ils vont s'essouffler. Voilà pourquoi c'est trop facile pour le cardinal maintenant d'accepter, de dire que, ok, on va partir avec de nouvelles bases. C'est que nous saluons. Mais quand on pose la question aux gens, mais de quoi est-ce qu'ils ont parlé? C'était quoi le sujet important? Bah, je pense que nous ne pouvons pas le dire avec précision parce que nous n'étions pas présents et puis ça n'a pas été jusque-là dévoilé. Il y en a qui disent que, oh non, non, je pense que pour le président, là, c'est important la gratuité et tout passe par le cardinal. Et le cardinal, il est important dans la gratuité. Il n'y a pas de doute. L'Église catholique est très importante dans l'éducation dans ce pays-là. On a vu aussi une vidéo. Désolé, chez moi, je vais dire parfois un vidéo, parfois une vidéo. Je pense que ce sont des termes qui s'utilisent dépendamment du pays où est-ce qu'on est. Qui circule, qui montre que le cardinal recevait, je ne sais pas, 100 $ sur chaque enfant qui payait. Est-ce que c'est la raison majeure pourquoi il se bat contre la gratuité? Je n'ai pas de preuves. Mais peu importe quoi, je pense qu'un pays ne peut pas se développer si ses enfants ne sont pas éduqués, si l'éducation est réservée seulement aux enfants qui ont des moyens. Qui nous dit que le Nelson Mandela de la République démocratique du Congo, qui nous dit que,
peut-être le gars le plus intelligent qui peut faire toute la différence pour la République démocratique du Congo parce qu'il a tous les talents, n'est pas l'enfant d'un pauvre qui est extrêmement pauvre, qui ne peut pas envoyer ses enfants à l'école aujourd'hui. Et donc, on va passer de côté, n'est-ce pas, à côté d'une telle opportunité parce que on n'était pas prêt. Non, je pense que la gratuité, elle est extrêmement importante pour l'avenir de notre pays. Mais moi, je pense que peut-être le sujet le plus important dont ils ont parlé là, ce n'est pas la gratuité, c'est un sujet important. Il y en a aussi qui disent qu'au-delà de la gratuité, ils ont peut-être parlé, je veux regarder un peu mes notes, il y a la gratuité, mais moi je pense plutôt que c'est plus, vous savez, les manifestations là que l'Église soutient en arrière de ces CLC et d'autres organisations laïques de l'Église catholique, il y en a qui prennent ça à la légère. Moi, je ne prends pas cela à la légère. Je le prends au grand sérieux. Et je suis certain que le président le prend aussi au grand sérieux. Même si je dis qu'ils vont s'essouffler, c'est sûr et certain qu'ils vont s'essouffler. Mais entre-temps, ça donne l'impression à la face du monde que ce pays-là n'est pas tranquille. Et rassurez-vous, il n'y aura pas d'investisseurs qui vont venir. Ceux qui mettent de doute là, et il y a cela, il y a aussi les déclarations qui sont faites pour l'Est du pays. Et ceux-là qui veulent qu'on mette fin surtout à l'état de siège. Allez chercher à travers Google les pays les plus dangereux dans le monde où il ne faut pas aller. Vous allez voir, j'ai la liste ici. En haut de la liste, c'est-à-dire les pires pays, il y a la Syrie, suivi par l'Afghanistan, suivi par le Soudan du Sud, suivi par l'Irak, suivi par la Somalie, suivi par le Yémen, suivi par la Libye, et tout juste après la Libye, nous avons la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas l'Est de la République démocratique du Congo, mais nous avons la République démocratique du Congo. C'est-à-dire le président peut se battre matin et soir, faire le tour du monde, là, parler à des investisseurs. Ces gens-là ont leur façon de fonctionner. Quand il est temps de prendre la décision, parce qu'on parle des millions là, on ne parle pas de quelqu'un qui a ses 10 000 $ qui va venir investir. Non. Quand il s'agit des grosses entreprises, des grands investisseurs, ils ont tout un conseil. Ils vont remettre le projet dans les mains de ceux-là qui n'ont pas d'état d'âme, qui vont étudier l'endroit. Ils vont regarder République démocratique du Congo. Côté sécurité, ça ne marche pas. Côté politique, ça ne marche pas. Il y a trop de marches, etc., des manifestations. Non, on va attendre. Donc, c'est pour cela que vous me voyez revenir plusieurs fois dire, voilà, vous, tous ceux qui font des manifestations contre le dictateur Félix Tshisekedi, qui a tué tellement d'opposants, il y en a beaucoup dans des prisons, l'ANR est en train de faire son travail partout, on ne respire pas dans ce pays-là, mais quand vous faites ces manifestations-là, vous le savez très bien, ça ne peut pas être à votre niveau, mais nous dire que non, vous n'étiez pas au courant. Non, vous savez très bien ce que vous faites et que vous ne voulez pas qu'il y ait des investisseurs. Et les mêmes enfants-là que vous traînez dans les rues, ce sont ces mêmes-là qui vont souffrir de faim, qui vont continuer à ne jamais avoir de l'emploi, peut-être toute leur vie. Et ils vont vous aider à aller faire le dialogue. Vous vous êtes positionné, vous, et puis vous allez les oublier parce que vous n'êtes pas capable d'envoyer de l'argent à tout ce monde-là pour chaque, du premier, n'est-ce pas, au dernier de l'année, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous êtes en train d'utiliser les enfants contre eux-mêmes et contre le pays. Donc, moi, je crois que la chose la plus importante en ce moment, c'est que l'Est, que l'état de siège, qu'on trouve de nouvelles stratégies, qu'on renforce là-bas. Il n'est pas question de reculer parce que ça, c'est comme capituler, c'est comme dire
à ces terroristes-là, c'est comme dire à ces groupes armés-là, ben, vous êtes très forts, continuez comme avant, parce qu'en reculant, ce n'est pas comme eux vont dire, ah, ok, vu que vous avez reculé, on va tuer moins, ou on n'a plus... Non, non, ils vont continuer. Donc, il n'est pas question. Et si vous aimez le pays, essayez un peu de travailler, de montrer à Tshisekedi qu'est-ce qu'il peut faire mieux, afin que les choses aillent plus vite. Et le jour des élections, les gens vont se souvenir que vous aviez donné des meilleures idées pour notre pays. Mais en ce moment, vous êtes en train de déstabiliser le pays pour vrai. Et il n'y aura pas d'investisseurs. Un autre point dont je voulais parler, rapidement là, c'est la situation de l'aéroport de Goma et c'est comme si Goma a été vendu au Rwanda parce que, je ne sais pas, il va y avoir des départs du Rwanda à partir de Goma, de presque tous les vols internationaux du Rwanda. Tout ça, c'est ridicule. Il n'y a pas un seul aéroport, un seul pays dans ce monde où on ne trouve pas, n'est-ce pas, comme un endroit réservé à Air Canada, un endroit réservé à British Airways, un endroit réservé. Ce qu'on voudrait, c'est ne pas avoir peur que le Rwanda ait une partie là. On voudrait qu'il y ait même 50 pays différents dans la République démocratique du Congo qui partent de Goma, qui partent de Ndili, qui partent de partout. Parce que quand ces gens-là partent de chez nous, là, rassurez-vous, ce n'est pas gratuit. C'est le pays qui en profite. Et quand les passagers passent par là, il y en a qui parfois vont acheter quelque chose à l'aéroport et qui en profitent. Donc, arrêtez. Et d'ailleurs, si ce n'était même pas ce que vous condamnez là, disons que le pays n'est pas capable d'avoir cela parce que je ne crois même pas qu'on en a beaucoup là. On est même loin d'arriver au point d'être reproché qu'on a Rwanda qui va voyager à partir de chez nous. Supposons que ce soit juste toujours le Congo, que lui, il n'y a personne qui vient chez nous et c'est nous qui allons pour voyager à partir du Rwanda. Vous allez dire encore le contraire. Ah, vous voyez, nous, on est un grand pays, on n'est pas capable que le Rwandais vienne partir de chez nous, c'est nous qui devons aller partir de chez eux. Vous allez encore dire la même chose. Donc, pour moi, c'est un problème qui n'existe pas. Si la balkanisation devait avoir lieu, ça fait longtemps qu'elle allait déjà avoir lieu quand Kabila était au pouvoir. Maintenant, avec Tshisekedi au pouvoir, c'est juste une perte de temps, parler de la balkanisation. Et on va parler aussi de la masculinité positive et je vais le mettre en même temps, n'est-ce pas, avec Congo Hold Up, pour mes propres raisons. Je trouve cela très intéressant et très encourageant de voir 6 chefs d'État et une présidente honoraire ensemble pour passer ce message-là qui est un message très très puissant contre la violence faite aux femmes. Je pense que on devrait tout d'abord enlever dans la mentalité des Congolais la violence en général. Qu'elle soit faite homme entre hommes, vers les enfants, c'est une violence. Parce que déjà si, dans nos lois, la violence est toute seule, le fait même de juste gifler un autre homme, c'est déjà comme une chose qui ne doit pas se faire, qui ailleurs, tu vas être arrêté si on a des preuves. Déjà si comme mentalité ça circule, c'est déjà un grand pas. Et puis, appliqué sur les femmes, j'aime le terme là de masculinité positive. La meilleure façon de prouver que nous sommes des masculins, nous sommes des hommes, ce n'est pas en allant frapper ou en allant... Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Ce que je voudrais tout simplement dire, parce que je voudrais rester un peu dans ma ligne éditoriale, ce qui m'a toujours motivé à pouvoir parler avec vous, le fait d'avoir un pays qui doit émerger, qui doit faire compétition à d'autres peuples, à d'autres pays, c'est de comprendre que on ne peut pas se développer juste les hommes de la République démocratique du Congo, les hommes africains. On doit se développer les Congolais. C'est nous qui devons être compétitifs. Donc, si nous sommes compétitifs, nos enfants sont compétitifs, les femmes congolaises sont compétitives, le Congo peut pouvoir émerger. Mais comment est-ce qu'elle peut être la femme compétitive si, en face d'une autre femme, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit d'une autre race, comment est-ce que la femme congolaise peut être compétitive, apporter au pays ce qu'elle doit apporter, qu'elle soit sur le plan national, sur le plan international, si le soir elle est battue, si le soir elle est violée, c'est sûr qu'elle n'a pas d'estime de soi, elle est totalement détruite.
Et la violence n'est pas juste sur le point de lever le coup de poing, c'est sur différents plans. Mais je sais que si on entre dans d'autres domaines, ça va être « Ah, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous, nous avons nos cultures, nous avons nos coutumes. » Quand il s'agit de défendre ton droit de pouvoir aller marcher, de la démocratie, de défendre, n'est-ce pas, ta liberté d'expression, là, on va recourir à la charte des droits et libertés de la personne, la charte internationale, dont découle notre constitution en général. Là, on va, ça a de l'importance. Ça, c'est quand je dois défendre mes droits d'homme. Mais quand il s'agit de défendre aussi l'égalité, là, je sors de la charte. Là, ça va être mes coutumes qui sont importantes. Sauf que mes coutumes ne valaient pas quand il fallait défendre mon expression, ma liberté d'expression. Parce que si on devait aussi suivre nos coutumes, qui va s'exprimer, avoir la liberté d'expression devant le chef dans nos coutumes? Donc, si on doit choisir la charte internationale quand ça fait mon affaire et en sortir, aller vers les coutumes quand ça fait mon affaire, donc vous comprenez que ça ne marche pas. Ça me fait penser à quoi quand on parle toujours de nos coutumes là, qui sont très importantes, mais il faut les comprendre aussi. Pourquoi elles ont été faites? Il y a quelque chose qui nous a été raconté, ça fait très longtemps là. Une femme qui était en train de cuisiner d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est comme le rose beef là. Avant de mettre dans le contenant, avant de mettre sur le feu, on voyait elle coupait toujours une partie de la viande, le bout, elle coupait l'autre bout, elle jetait. Et puis, elle mettait dans ce contenant là, et puis mettait sur le feu et ça donnait une bonne viande. Quand on lui posait les questions, mais pourquoi tu fais ça? Ah, c'est très bon, c'est dans nos traditions. Ma mère a toujours fait ça. Mais pourquoi elle faisait ça? Ah, je ne sais pas, je ne peux pas changer, c'est dans nos... Mais tu fais perdre beaucoup de viande là. Non, non, c'est dans mes coutumes. Un jour, quelqu'un qui était très curieux là, il est allé demander à... Ok, allons demander aussi à ta maman. On demande à la maman, mais pourquoi tu fais ça? Toi aussi tu le fais? Mais bien sûr, ce sont nos coutumes. On a toujours fait ça et puis nos ancêtres, donc moi je ne vais pas changer de coutume. Et puis la viande sort très bien là. Ah oui? Allons chercher la grand-maman. Même chose. Heureusement, l'arrière-grand-maman était toujours en vie. Il pouvait aussi aller jusque là-bas. On demande à l'arrière-grand-maman, mais pourquoi tu fais ça? Vous coupez une partie. D'où viennent ces traditions-là? Ah oui? Elle était étonnée. Tous les autres font ça. Ah, mais moi je le faisais seulement parce que mon contenant était trop petit. Alors ça ne pouvait pas entrer, il fallait couper un côté et couper l'autre, alors ça pouvait entrer, donc c'est pour cela que je le faisais. Et tout le monde était mort de rire. Donc, c'est que parfois vous appelez, nous appelons, et ça on est des Bantous sur nos coutumes là, il faut toujours savoir que ça a commencé quelque part et il y avait une raison pourquoi ça a commencé. Ce n'était pas écrit dans la Bible congolaise de nos ancêtres Bantous là. Ça a été une adaptation peut-être quand ils ont... à travers les rencontres d'immigration, mais ça a toujours répondu aux besoins d'efficacité d'un moment donné. Alors, le critère qui doit nous conduire, c'est quel critère? D'efficacité. Est-ce que ce que nous appelons là, ah, nous sommes des Bantous, est-ce que ça nous rend plus forts? Est-ce que ça nous rend efficaces en ce moment où nous sommes déjà dans la mondialisation? Nous ne sommes plus dans nos villages. Quand je dois voyager ou tu dois voyager du Congo jusqu'en France, est-ce que tu vas suivre nos coutumes, marcher à pied jusque là-bas ou bien là, ça fait ton affaire prendre l'avion? Donc, sans négliger, sans sous-estimer l'importance de nos traditions, sans sous-estimer l'importance de nos coutumes, mais nous devons toujours nous référer aux critères d'efficacité. Est-ce qu'elles nous rendent fortes? Elles nous rendent forts comme village, comme nation, comme continent, ou bien ça nous affaiblit parce que parfois avec le changement des circonstances, changement de temps, des siècles, quelque chose qui était efficace avant peut vous rendre vraiment malheureux et inefficace aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'avais à dire sur la congolité, plutôt la masculinité positive. Mais plutôt, l'endroit où nous devons montrer notre masculinité positive,
c'est dans nos relations avec les autres hommes, les occidentaux, qui nous ont souvent... J'ai vu une vidéo là circuler aussi qui montre que nos mines entrent sur un espace de, je pense, 7 ans, de 2007 à 2012, qui aurait produit autour de 41 à 47 milliards de dollars, ce qui est allé dans les caisses de chez nous, qui ont profité vraiment au peuple, c'était 1 milliard. Et là, nous avons un conglomérat de médias qui ont fait toute une enquête. Et nous, comme d'habitude, ce sont toujours les médias là qui sont en arrière de ceux qui ont pris la plus grande part de ces milliards-là. Maintenant, ils nous viennent avec « Ah, Kabila a fait ceci. » On est d'accord avec tout cela. Mais comme homme, voilà ce que moi j'appelle aussi masculinité positive, au lieu de montrer nos biceps et nos muscles à faire souffrir les femmes, voilà les vrais hommes sont là-bas, avec contre qui nous devons nous battre pour vrai, pour maintenant sauver aussi notre pays. Dans toute cette enquête-là, tout d'abord, est-ce possible que des Africains puissent prendre des milliards, des millions et des millions, aller jusqu'en Europe, aller jusqu'aux États-Unis, acheter des maisons, des villas qui coûtent plusieurs millions, sans la complicité de leurs complices occidentaux? Vous y croyez vraiment? Essayez de voyager juste avec, je ne sais pas, 30 000 dollars si vous allez arriver et puis les mettre facilement dans votre compte en Europe ou aux États-Unis. Pourquoi dans cette enquête-là, il n'y a que la famille Kabila? Je serais très content si on met la famille Kabila en prison, sincèrement. Mais en même temps, on ne doit pas être dupe. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une forme d'enquête qui... Vous voyez là, quand on attrape, prenons un espion et qu'il doit nous montrer là où sont tous les ennemis, vous savez qu'est-ce que l'espion fait? Il va vous amener partout, mais il va éviter de passer là où se trouve, où est cachée sa propre famille ou ceux qu'il aime. De tels types d'enquêtes-là, ils vont faire leurs enquêtes-là, mais vous n'allez pas voir les leurs qui ont aussi pillé le pays, qui ont volé, qui ont été des partenaires, des amis de tous ces malfaiteurs-là, vous n'allez pas le voir. Mais ça va toujours être les Kabila, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Kabila un jour était leur ami, aujourd'hui il est leur ennemi. Un jour Mobutu était leur ami, à un certain point il était leur ennemi. Un jour tel était ami, il était... Donc c'est toujours les Noirs qui, un jour ils les utilisent et puis, des produits finis, ils vont les jeter. Est-ce qu'ils méritent d'être poursuivis? Absolument. Mais j'aimerais que Gilles Alinguet fasse son travail. J'aimerais que la justice congolaise fasse le travail. Pas toujours se soumettre à ces mêmes blancs-là. On sait très bien que quand ils viennent ici, au Congo, ils ne viennent pas avec les bonnes intentions pour le bien du pays. On sait que ce n'est pas le cas. Mais alors pourquoi, dès qu'ils font quelque chose, parce qu'au niveau émotionnel, ça fait notre affaire, en ce moment, Kabila est ennemi à Tshisekedi, parce que nous sommes des Tshisekedistes, alors on saute sur l'occasion. D'accord, on va sauter sur l'occasion. Kabila va être mis par terre. Un jour, rassurez-vous, ça va être le tour de Tshisekedi. Si Tshisekedi ne fait pas leur affaire. Déjà, quand vous lisez dans cette... quand vous lisez dans cette enquête-là, vous allez voir que ce n'est pas juste une enquête qui est objective. Vous sentez qu'elle est biaisée. C'est-à-dire, elle a une certaine tendance, même contre le président. Voilà qu'est-ce qui est écrit. Évidemment, il parle de Gilles Alinguet, qui n'a pas voulu poursuivre l'histoire là de 43 millions qui sont partis d'une banque vers une autre. Ils disent pourquoi? Parce que le Tshisekedi avait dit qu'il n'allait pas fouiner. Pourquoi il n'allait pas fouiner? Car la victoire de Félix Tshisekedi aux élections de 2018 reste entachée de graves irrégularités. Ça, c'est Radio France Internationale. Pour devenir président, il a dû passer un accord politique avec M. Kabila qui a conservé pendant 2 ans le contrôle de principales institutions du pays. Accord. Tshisekedi n'est pas devenu président. Vous vous souvenez maintenant de tout ce que toutes ces radios-là ont fait, n'est-ce pas, avec la complicité de l'Église catholique en Bongo
et Martin Fayoulou qui pompait de l'autre côté, après avoir payé la campagne électorale de Fayoulou. Et vous me dites qu'on parle d'une enquête qui est objective. Si vous êtes objectif, vous ne pouvez pas glisser dans la politique pour dire quelque chose que vous n'êtes pas capable de prouver. C'est pour cela que moi, je suis un peu, j'y vais doucement. Est-ce qu'ils ont, le gouvernement congolais, est-ce qu'il peut se servir de ce qu'ils disent? Il n'a pas de choix. Nous sommes dans un état de droit. État de droit, dès que quelqu'un dit que j'ai des preuves, je suis témoin, vous devez en tenir compte. Mais tout en faisant quoi? En comprenant que l'État congolais, la justice congolaise doit rester au-dessus, ne pas devenir comme en dessous de ces enquêtes-là. Parce que si vous devenez en dessous de ces enquêtes, d'autant que les enquêtes disent qu'est-ce que vous voulez entendre. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Que Kabila, et il faut qu'il aille en prison. Là, vous devenez comme des amis. Parce que l'ami de mon ennemi est aussi mon ami. Et maintenant que vous êtes comme des amis, alors, comment est-ce que vous allez leur dire non? Quand ils vont vouloir quelque chose, ils viennent de vous aider à mettre Kabila en prison. Et ça va être un point de départ on va encore être comme un retour perpétuel, un départ perpétuel. On part, on revient, on part, on revient, mais on n'arrive nulle part. Eux, ils sont très intelligents, ils savent calculer, penser en avance. Si cette enquête venait des gens totalement qui n'ont aucune histoire chez nous, j'allais peut-être battre les mains. Mais quand ça vient des gens qu'on sait qu'ils ont toujours été trempés chez nous et qu'ils ont des partis pris et qu'ils ont quelque chose qu'ils cherchent que l'on connaît tous, nous devons ouvrir les yeux. Voilà pourquoi dans mon émission passée, je ne frappais pas les mains, même si beaucoup de gens sont en train de... Les gens de Tshisekedi, évidemment. Et si dans 2-3 jours, ils sortent aussi des idées, quelque chose contre Tshisekedi, vous allez dire quoi? Avant, c'était vrai parce que c'était contre Kabila. Maintenant, ils disent contre Tshisekedi. Là, ce n'est plus vrai. Il faut prendre tout ce qui arrive avec une certaine... Tout d'abord, pas trop d'émotion. Parce que c'est contre Kabila, battons les mains. Non. Ce que nous ne voulons plus, c'est que en République démocratique du Congo, nous voulons que le Congolais prenne un peu sa souveraineté. Qu'il ait des relations de adulte à adulte avec les anciens colonisateurs, avec les partenaires occidentaux extérieurs, où on se respecte. Et que, parce que nous sommes égal à égal, ce qui est congolais, ce qui sort du sous-sol congolais doit tout d'abord profiter aux Congolais et ça doit aussi profiter aux autres comme ça se fait partout ailleurs. Quand tu vas aux États-Unis, si tu prends quelque chose des États-Unis, ça va profiter tout d'abord plus aux États-Unis, mais ça va aussi te profiter. Mais chez nous, c'est le contraire et ça a l'air que nous ne voulons pas sortir de cette logique-là. Il y a beaucoup à dire, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie d'avance de votre interaction pour ceux qui vont me laisser des messages par WhatsApp ou comme vous voulez. Et je vais vous revenir bientôt. Aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. Merci beaucoup.